Julie Ravenne, 37 ans, est juge au tribunal pour enfants de Nanterre. Ce matin, elle va décider du sort de jeunes prévenus dans 10 affaires différentes. Bonjour. Les audiences se déroulent à huis clos pour protéger les mineurs. Une intimité que notre caméra a pu exceptionnellement rompre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Entourée de ses deux assesseurs, Julie Ravenne s'attaque au premier dossier, celui de Jordan. Bonjour monsieur. Le jeune homme a déjà été condamné 5 fois pour vol, recel et usage de stupéfiants. Aujourd'hui, il comparaît pour avoir dérobé un sac à main, un vol avec violence, commis quand il avait 17 ans. Les policiers en patrouille ont vu une femme en état de stress. Elle dit qu'un auteur, qu'un des individus l'a aveuglée avec un sac poubelle noir qui a été placé donc sur son visage. Elle a senti un coup de pied à la jambe droite, ce qui l'a fait chuter face contre terre. Elle a vu alors environ 4 individus prendre la fuite, dont un qui était porteur de son sac à main. Et elle reconnaît effectivement que le téléphone qui a été retrouvé sur vous, monsieur, est bien le sien. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ces faits? Que j'ai fait une grande bêtise et que j'aurais jamais dû accepter de faire le guet. Jordan prétend n'avoir joué qu'un rôle de guetteur. Il serait resté à l'écart en observant la scène. Il y en a un qui l'a, avec les sacs poubelles que j'avais, il a caché ses yeux et il l'a balayé. Et pendant qu'il a balayé, l'autre a pris son sac et on est parti en courant. Et à quel moment ont été portés les coups de pied du coup? Juste avant qu'il ait arraché son sac. D'accord. C'est vous qui étiez en possession des sacs poubelles? D'accord, ok. Pourquoi vous êtes avec des sacs poubelles sur vous? Comme ça, j'en avais. Mais quelle est l'utilité de sortir avec des sacs poubelles sur soi? À quoi ça sert? C'est pas des vrais sacs poubelles, c'est des tout petits en fait. Mais ça sert à quoi? Ça, c'était pour des bonbons. Pour des bonbons? On est loin des bonbons là. Bon. Vous pensez qu'elle a ressenti quoi, cette personne, ensuite? Elle a dû être traumatisée. Et à votre avis, c'est quoi les conséquences sur sa vie de tous les jours ensuite? D'avoir peur de sortir chez elle. De se promener dans la rue, d'aller quelque part, de faire un trajet dehors seul. Vous avez conscience de ça? Puis encore une fois, c'est des faits d'une extrême violence. C'est pas juste c'est pas juste le fait d'arracher un sac à main. Alors effectivement, vous dites que votre rôle était plus extérieur. Pour autant, vous êtes resté là, monsieur, et vous n'avez rien fait. On prend le dossier. Le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis. Malgré le sermon de la juge, Jordan ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits. Son éducateur, qui le suit depuis ses premiers délits il y a 2 ans, tente de lui remettre les pieds sur terre. Elle n'a pas l'air très contente, la juge. Pourquoi elle serait contente? Je sais pas. Il y a une femme qui a été agressée, un sac plastique sur la tête. Non, mais on dirait que ça n'allait pas très bien se passer. Je me sens pas très bien. Comment tu aurais voulu qu'elle soit? Qu'elle te fasse la bise, qu'elle te... Non. Je sais pas, qu'elle te dise quoi, que c'est bien ce que t'as fait, c'est quoi? T'es une victime derrière, c'est pas rien. Jusqu'à présent, Jordan n'a été condamné qu'à des travaux d'intérêt général. C'est la première fois qu'il encourt une peine de prison. C'est pas facile, c'est compliqué. Est-ce que tu arrives à comprendre aussi pourquoi tu as fait tout ça jusqu'à maintenant? C'est peut-être on aime l'adrénaline, on aime faire ça. Et aussi moyen de se faire remarquer par les gens, être là, être présent. Moyen de gagner un peu d'argent aussi? Oui, après il y a toujours l'idée de l'argent. Avoir un peu d'argent dans sa poche, on va pas refuser. Après 30 minutes de délibéré, la juge rend sa décision. Donc, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de vol avec violence. Le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 12 mois. 6 mois de prison avec sursis, le double des réquisitions. Jordan, 19 ans, aujourd'hui sans emploi, doit également trouver du travail ou une formation. Sinon, ce sera l'incarcération. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Merci.
Au revoir, monsieur. Chaque année, ils sont 600 à comparaître devant le tribunal pour enfants de Nanterre. En moyenne, les mis en cause ont 16 ans au moment des faits. En France, la justice pénale s'applique dès l'âge de 13 ans. Le rôle des juges des enfants n'est pas uniquement de sanctionner, mais de faire prendre conscience à ces jeunes de la gravité des faits. Une justice éducative, rendue ici uniquement par des femmes. 9 magistrates qui gèrent plus de 3000 dossiers par an. Ce sont les procureurs qui décident des éventuelles poursuites judiciaires. L'école fait état de dénonciation de contraintes ou pas? Stéphanie Gian, 38 ans, est de permanence ce jour-là. Et dans le cadre de son expertise, la mineure ne faisait pas état de contraintes non plus. Au téléphone, un policier d'un commissariat du département. Un collège lui a signalé une suspicion de viol sur une de ses élèves. Il veut connaître les suites à donner à cette affaire. Mais le viol n'est pas du tout caractérisé, là. Ils ont le même âge, elle vous dit qu'il n'y a jamais eu de contrainte ni de violence, qu'elle était consentante. Bon, vous pouvez transmettre en vue d'un classement et d'une évaluation sociale. Autrement dit, le collégien ne sera pas poursuivi par la justice. D'accord. Chaque jour, la procureure reçoit en moyenne une trentaine d'appels de commissariat concernant des mineurs. Quand les faits sont graves, elle place les jeunes en garde à vue pour 48 heures maximum, comme pour les adultes. Bonjour. C'était le cas la veille pour 3 adolescents âgés de 15 à 16 ans. Ils sont soupçonnés de vol à l'arraché sur une vieille dame qui est tombée sous le choc. La procureure va leur parler par visioconférence. Bonjour monsieur, est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes devant moi parce que j'envisage de prolonger votre garde à vue car l'enquête n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée à 16h15. Est-ce que vous pouvez me dire comment se déroule la garde à vue jusqu'à présent? Bien. Vous vous êtes alimenté? Non. Pourquoi? J'aime pas. Vous n'avez rien mangé depuis hier 16h15? Ouais. Bon, puisque je prolonge votre garde à vue, je vous conseille de vous alimenter parce que ça va faire un petit peu long, hein, 1 jour et demi, 2 jours sans manger. On va pas vous forcer à manger, mais c'est dans votre intérêt. Les mises en cause passent à tour de rôle devant le procureur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur la prolongation que j'envisage? Est-ce qu'après que ça sera prolongé, est-ce qu'elle se sortira? Alors moi, ce que j'envisage en l'état, c'est que après la prolongation, vous soyez déféré au tribunal. Parce qu'il vous est reproché des faits assez violents. Donc je souhaiterais que vous soyez déféré devant un juge pour enfants. À Nanterre, un mineur sur 4 poursuivi par un juge des enfants est déféré. Il comparaît immédiatement après sa garde à vue devant le juge, risque des poursuites pénales et même l'incarcération sur le champ. Au revoir, monsieur. Stéphanie Gian s'entretient maintenant avec la juge devant laquelle les 3 jeunes comparaîtront le lendemain. Oui, la permanence. Je viens de le prolonger. Je viens de vous laisser un message sur Ouais. votre répondeur. Ne l'écoutez pas, du coup, il va être très moche. C'est pas grave. Ils ont agressé À nouveau une vieille dame. Ça va pas. Oui, on sait quel âge elle a, la dame. Ok, merci. À tout de suite. Oui, on sait, mais je ne l'ai pas noté. La victime, âgée de 80 ans, a été hospitalisée. Elle souffre de plusieurs fractures. Reconnaît Ouais. et il indique qu'il s'était concerté, que les 2 autres ont fait le guet pendant que lui allait arracher le sac à la victime et ensuite ils sont partis en courant, ils allaient partager le butin. La juge connaît bien l'un des 3 jeunes, Arnaud, 16 ans. Elle l'a déjà mis en examen 2 fois pour le même type de délit. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines seulement. Des violences sur une personne âgée. C'est quand même un souci. Ça m'interroge quand même sur sa personnalité. Parfois sur des personnes, tu vois, sur des personnes âgées. C'est un gamin, on a l'impression quand il est complètement un peu en décalage avec la réalité. Pour l'instant, j'ai que ça. Si j'ai d'autres choses, de toute façon, je te préviendrai. La juge pourrait décider de le placer en détention provisoire.
Il est rapide. Le lendemain, la mère de l'adolescent attend son fils devant le bureau de la juge avant sa comparution. Agent d'entretien, elle l'élève seule. Elle sait qu'il risque la prison et elle le souhaiterait presque. Comment vous vous sentez? Très mal. Pourtant j'ai l'habitude, mais à chaque fois c'est... Je suis pas bien. Je dis, moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'il soit vraiment puni pour quelque chose. Je vous dis franchement, s'il est emprisonné, c'est bien fait pour lui. Ah, je vous dis, j'en peux plus. Il devrait faire comme en Amérique, les prisons pour les adolescents, là. À je sais pas quelle heure du matin, debout, et puis hop. C'est difficile pour une maman aussi de vivre tout ça? Ah oui. Parce que je comprends pas ce qu'il a dans la tête. Je vous dis, quand je peux lui donner de l'argent, je lui donne. C'est pas quelqu'un de malheureux, quoi. C'est... Plus qu'on leur en donne, plus qu'ils en veulent. Et puis là, il y a un peu une escalade aussi dans la violence. Bah ouais, parce que... Pareil, je comprends pas, il a jamais été agressif. Et depuis quelque temps, là, bah... Parce qu'il a bon cœur. Tout seul, on fait ce qu'on veut de lui. Mais dès qu'il est en bande, eh ben, ils veulent se faire montrer. C'est moi le caïd, et puis voilà. Nous n'avons pas pu assister à l'audience. 1 heure plus tard, Arnaud est mis en examen. Il repart menotté pour le quartier mineur de la prison de Nanterre. Il est placé en détention provisoire. À Nanterre, comme partout en France, les juges des enfants ont aussi une autre mission. Ils consacrent 70% de leur temps à l'assistance éducative. Un accompagnement de familles cabossées, de parents désunis, de foyers où la violence perturbe l'équilibre des enfants. Ce matin, la juge Delphine Blot reçoit le petit Tom, 6 ans, et ses parents. Voilà, pour la situation de... S'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. L'enfant vit en garde alternée chez ses parents divorcés. D'accord. C'est la mère qui a saisi la juge il y a 2 ans, inquiète des conditions de vie de son fils chez le père. Alors, vu son jeune âge, il a le droit de jouer dans son coin s'il veut, hein, c'est pas un souci. Une enquête sociale a confirmé que le conflit parental perturbait l'enfant. La juge a nommé une éducatrice, ici en rouge, pour suivre le bon développement de Tom et conseiller ses parents. 2 fois par an, ils sont convoqués au tribunal pour faire le point. Alors, je rappelle qu'à la base, cette mesure avait été ordonnée surtout en raison du conflit parental assez massif, assez important, qui pouvait impacter effectivement de façon assez importante. Étant précisé que c'est ajouté aussi à tout ça une affaire de violence pour laquelle vous avez été condamné, où madame, je crois, faisait partie des victimes et auxquelles avait assisté. Donc tout ça faisait qu'effectivement, il y avait des grosses inquiétudes sur l'évolution de ce petit garçon. Alors étant précisé aussi que chacun des parents, alors c'est ce qui est indiqué d'ailleurs dans le rapport, c'est qu'il y a des liens d'attachement très forts entre... Bon, ok, ça le mérite de la spontanéité. Qu'est-ce que tu as dit que tu avais peur de papa? C'est le cas? Bon. On va dire qu'il y a des choses à dire, monsieur, là, parce que j'ai l'impression que... Bon, on va justement, monsieur... Il est formaté par la mère pour dire ce que la mère veut. Vous voyez, ce sont des propos, il n'y a que chez la mère qu'il a pu entendre dire cela. Donc, il y a des soucis à ce niveau-là, où le petit, il y a une aliénation parentale qui est en train de se mettre en place contre moi. Alors après, monsieur, on n'est pas psy, parce que pour parler d'aliénation parentale, c'est un mot fort, c'est d'ordre pédopsychiatrique. On peut peut-être éviter de cristalliser, on va dire, les difficultés à cette audience, puisque là, bon, l'intérêt, justement, c'est que moi, je constate que la situation, pour le coup, n'a pas beaucoup avancé depuis quelque temps. La mère, médecin de profession, prétend également qu'à chaque fois qu'elle récupère l'enfant après un séjour chez le père,
il a des bleus ou des cicatrices. Elle accuse son ex-mari de négligence. Sur les éléments, on va dire, plus récents. Pour la cicatrice, il a été la grande cicatrice laissée seule dans un jardin public où visiblement son père ne le surveillait pas du tout et il est tombé dans un trou. Bon, alors monsieur, est-ce que vous souhaitez à ce stade répondre si possible en restant calme? Très factuellement, oui, très calme, très factuel. Voilà, donc, mon fils est complètement couvert de bleu, il est cicatrisé de partout. Voilà, donc c'est vachement compliqué dans un contexte de déformation professionnelle. Mon ex-épouse qui est médecin, qui voit les maladies partout. J'ai vécu avec elle et je le sais. Il y a une cicatrice de 4 cm qui n'a pas ces nécessités de suturation. Il n'y a jamais eu d'enfant abandonné dans un parc qui est tombé dans un trou. Comme tous les enfants, ils jouent, ils courent. Tous les enfants de son âge se font de petits bobos. C'est de la bobologie. J'ai l'habitude. Hein, c'est pas la première fois que tu produis des choses pareilles. Vous niez, voilà, madame reste inquiète. En tout cas, objectivement, ça permet de constater que le conflit, il reste important. Et surtout, oui, il va falloir qu'il puisse grandir avec des parents qui s'entendent un peu mieux. Parce que sinon, ça risque, monsieur, de vraiment entraîner des grosses inquiétudes pour si ça continue comme ça, dans son développement. Parfois, ce genre de petits garçons qui continuent à grandir, qui arrivent à l'adolescence, ça peut arriver qu'ils aillent vraiment très mal, qu'ils fassent un rejet total de la famille, qu'ils deviennent complètement révoltés, puis qu'ils tombent dans des conduites. Ça, on le voit parfois, effectivement. Donc, il y a un vrai danger, je pense, sur un plan psychologique. Mettre en place un suivi éducatif le plus tôt possible pour éviter qu'à l'adolescence, le jeune ne sombre dans les difficultés. Tu viendras jouer? Le pari n'est pas toujours gagné. D'accord. Bon, je vous tiens au courant, messieurs, dames. À bientôt. Johan, 16 ans, est en décrochage scolaire. Après des problèmes de violence à la maison, il a fait l'objet d'un signalement des services sociaux il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par une juge en assistance éducative. Mais ce matin, c'est dans le cadre pénal qu'il est convoqué après un recel de scooter. C'est la 2e fois en moins d'1 an qu'il est poursuivi pour un délit. Un peu stressé. Alors, par rapport à la juge, parce que la juge, elle me connaît bien et ça faisait longtemps qu'elle ne m'a pas vu. Parce que moi, je faisais comme je l'ai dit, je vous ai dit, moi, je fais plus de bêtises, c'est fini. Qu'est-ce que tu imagines qu'il peut se passer? Je sais pas, la prison. Parce que l'année dernière, quand j'étais déféré, il y avait une juge. Elle m'a dit, la prochaine fois que je te revois, je te mets en prison. En fait, je vais te mettre des grosses peines, tu sais, fais-toi, je t'aime pas, et ça. Voilà. Assisté de l'avocate de permanence, Johan se présente devant la juge qui doit lui notifier sa mise en examen. C'est parfait. Je te laisse t'asseoir. Le papa est là, j'ai cru voir. Voilà, monsieur, bonjour. Je vous laisse vous asseoir à côté de votre fils, s'il vous plaît. Donc, je suis bien contente de vous voir, monsieur, parce que ça fait longtemps que je vois en audience. Et c'est vrai que j'avais pas pu vous voir jusqu'ici, ou peut-être tout au début. Donc, c'est très bien d'être venu aujourd'hui. Ça va permettre qu'on fasse ensemble un point sur la situation de votre fils. Contre, la juge interroge Johan. Le jeune homme prétend avoir simplement garé un scooter pour le compte d'un ami, en ignorant qu'il était volé. La même défense que pour son précédent délit. Donc on a un peu l'impression qu'à nouveau, c'est un jeune probablement majeur qui te demande de faire un peu le sale boulot pour lui. Et résultat, c'est toi qui te fais attraper et c'est pas lui. On a l'impression que c'est assez récurrent quand même ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête à un moment donné ? Parce que là, ça refait une procédure pénale. Comment faire pour que tu sois capable, à un moment donné, de dire non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça, etc. Je pense que si je retrouverais une école, plus loin, on va dire. Pardon ? On va dire si je retrouverais une école un peu plus loin de chez moi. Un peu plus loin, alors c'est toujours la question. Comme ça, je reviendrai tard, comme ça, je croise personne de ma vie. Ouais, ok. Bon, donc j'en conclus que ton souhait, c'est toujours un peu d'être éloigné de ce quartier. Ton quartier. Bon. Mais là, il va falloir sérieusement que les procédures pénales s'arrêtent. Parce qu'une prochaine fois, le procureur, ça sera un déferment, ça sera un contrôle judiciaire, ça pourra même être de la détention provisoire si ça continue. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de dossiers. Voilà, je vais te demander une signature, s'il te plaît, en bas de chaque page. Il faut que tu signes recto verso. Aujourd'hui, pas de détention provisoire. Johan doit seulement signer son procès-verbal de mise en examen. Rappel à la loi, travail d'intérêt général ou stage de citoyenneté,
Pour les faits commis, il ne risque qu'une mesure éducative. Voilà, je vous laisse y aller. Au revoir. Johan sera jugé une semaine plus tard par Delphine Blot dans ce même cabinet. Au revoir, monsieur. Les mineurs ne comparaissent dans une salle d'audience que pour les affaires les plus graves. Un tiers des cas. Un moment solennel, comme pour les adultes, afin de créer un électrochoc chez ces jeunes en perte de repère. Ce matin, c'est la présidente du tribunal pour enfants, Béatrice Baudiment, qui dirige l'audience. Merci. Merci. Sur les 10 dossiers du jour, la moitié concerne du trafic de stupéfiants. Alors, l'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Matteo, 16 ans au moment des faits, comparaît pour la première fois. Bonjour monsieur. Il est accompagné de son père, commerçant, et de sa mère, auto-entrepreneur. C'est elle qui l'a dénoncé auprès des policiers. C'est votre mère qui s'est présentée au commissariat en indiquant que dans votre chambre, elle avait remarqué une boîte dans laquelle elle avait trouvé de la matière brunâtre ressemblant à de la résine de cannabis, ainsi que des billets de banque. Et que donc elle amenait tout ça à la police puisqu'elle ne voulait pas cautionner ce comportement. Pour financer sa consommation, Matteo se serait mis à dealer. Il aurait acheté 400 € de cannabis pour le revendre. Depuis combien de temps ça a duré, ce trafic? Ça a duré 4-5 mois. 4-5 mois au total? Oui. Et vous pensiez que si votre mère n'avait pas fait cette démarche d'alerter la police et de demander de l'aide, en fait, qu'il y ait un coup d'arrêt, ça aurait pu continuer combien de temps? Franchement, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais à mon avis, dans l'optique dans laquelle j'étais à ce moment-là, eh ben, à mon avis, j'aurais pas moi-même de ma propre, j'aurais pas arrêté comme ça en fait. Heureusement que ma mère elle est partie au commissariat pour pouvoir m'aider. Bon, alors on va demander donc aux parents et puis à tous les professionnels qui accompagnent le jeune homme de s'approcher, s'il vous plaît. Pour comprendre comment il a sombré dans le trafic, la juge se penche maintenant sur son contexte familial. Elle entend son père. Le petit a dévié, voilà, il avait 13-14 ans, bon, il prenait sa trottinette, il me disait « Papa, je suis à l'école ». Puis finalement, il n'était pas à l'école. Sans que je m'en aperçoive, le soir, il me disait « Papa, je vais aller dormir chez des amis et tout ». Et puis, moi, comme j'avais ma maladie à soigner, je me disais « Bon, oui, d'accord ». Effectivement, il y a eu du laisser-aller, puis j'ai pas, sur le coup, compris ce qui arrivait en fait. Depuis son arrestation, Matteo, devenu majeur, a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. La juge veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui de sa consommation de cannabis avant de prononcer la peine. Oui. Vous, tout à l'heure, vous commenciez à dire que vous aviez diminué, c'est-à-dire, vous en êtes où par rapport à la consommation, monsieur? Avant, j'étais à 2 grammes par jour. Maintenant, j'en suis à 1 joint, même pas. Oui. J'essaie de diminuer petit à petit. Ça reste beaucoup trop, surtout que vous conduisez dans le cadre professionnel. J'essaie de pas du tout fumer parce que je conduis. D'accord. Le trafic de stupéfiants est puni au maximum de 10 ans d'emprisonnement. Mais pour tous les délits, les peines sont divisées de moitié quand il s'agit de mineurs. Dans l'attente du délibéré, Matteo semble avoir pris conscience de ses actes. Ça me remet en cause. Je sais que je fais des conneries, voilà, maintenant je dois les assumer. Avant je travaillais pas, c'est n'importe quoi. Pourtant j'ai un travail, tout ça. Les éducateurs qui sont là pour nous aider, ça va, tout se passe bien. On va dire que c'était une erreur de jeunesse? Oui, exactement. C'est ça, exactement. Faut rebondir maintenant. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des infractions et prononce la peine de 2 mois d'emprisonnement, assortie intégralement d'un sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 18 mois. Pendant cette période, aucun écart ne sera toléré. Vous pourriez voir ce sursis mis à l'épreuve révoqué et donc être envoyé pour 2 mois en prison. D'accord? Donc c'est sérieux. D'accord? Est-ce que tout est clair, monsieur? Tout est clair. Très bien. Alors, vous allez pouvoir reprendre vos pièces justificatives. Cette condamnation, le père de Matteo la vit un peu comme si c'était la sienne. On a l'impression d'avoir été coupable du fait qu'il soit ici. D'avoir peut-être, oui, loupé quelque chose, un passage dans notre vie, en fait. Même peut-être pris un mauvais virage.
Comme Matteo, 65% des jeunes condamnés ne récidivent jamais. Depuis 2010, la délinquance des mineurs est en légère diminution.